Comme le disait Pierre-Alain, ensuite on va vous présenter quatre sujets phares qu'on a pu travailler avec nos clients, entre le POC vers l'industrialisation. Et donc moi, André Grondin, je travaille ici depuis maintenant 6 ans. J'étais avant tout actuaire, mais toujours proche des outils actuariels. Et j'ai pris le pan il y a 2 ans et demi d'investir sur la data science, sur le machine learning. Et du coup, on m'a proposé de rejoindre le comité scientifique de Data Square il y a 1 an et demi, où on a construit ce que vous a présenté du coup Pierre-Alain. Donc j'ai la double casquette où je suis manager en employee benefits et je suis sur la partie data science, plutôt du coup sur l'axe data science et un peu d'outsourcing. Et j'essaie aussi du coup d'accompagner nos entreprises corporate, parce qu'on a du coup le métier employee benefits qui est de l'actuariat pour les entreprises. Donc typiquement, on a pu accompagner un de nos clients, un grand groupe français, sur la problématique d'absentéisme et qui fait partie d'un des use cases. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter 4 use cases et ensuite on va se focaliser pendant une vingtaine de minutes sur, vous l'avez vu dans l'annonce, de toute façon, c'est comment on pourrait créer de nouveaux indicateurs en utilisant les données web pour des asset managers ou pour des actuaires qui doivent converser avec des asset managers plus précisément. Alors là, vous avez un de nos premiers POC qu'on a pu mener du coup il y a maintenant plus de 2 ans, où sur la branche vie, il s'agissait d'étudier le comportement en arbitrage et en rachat de deux de nos clients, un assureur et un banque assureur, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, vous allez reconnaître les différents algorithmes qui peuvent être utilisés, le random forest, le gradient boosting, le GLM et les réseaux de neurones. Alors je vais pas focaliser sur la démarche data science. Si vous êtes intéressé, on pourra en reparler après, mais bien sûr que ce soit la statistique comme sur la statistique classique, on va faire bien sûr l'exploration des données, on va avoir data engineering et on va finir par du blending. Donc ça s'inscrit là-dedans. Et vous voyez au fait que l'un des attraits en plus des algorithmes, on a beaucoup de données qui ont été utilisées, avant tout des données privées, donc les données clients, les données contrats, les données produits qui sont privées à l'entreprise, aux banques assureurs auxquelles on a pu accompagner, et puis les données externes et les données financières. La finalité, c'était une prédiction plus fine que les modèles précédemment utilisés. Alors encore une fois, on fait quand même un focus là-dessus, il s'agit de compléter les modèles actuels, de voir les choses autrement et de pas dans un premier but de vouloir remplacer à tout prix les modèles parce que soi-disant on fait une meilleure prédiction. Parce que de toute façon, les gens ne sont pas forcément prêts aussi, ils pensent que c'est encore de la boîte noire, donc ils sont pas prêts à l'entendre, mais c'est de leur dire, est-ce que si vous enlevez vos œillères et vous utilisez d'autres données et d'autres méthodes, est-ce qu'on ne pourrait pas compléter déjà l'approche suivante et se positionner différemment sur le marché? Et c'est ce que du coup on a pu montrer. Et donc la compréhension du comportement des assurés et agents permettant des actions commerciales. Désolé. Donc voilà, permettant des actions commerciales beaucoup plus ciblées et du coup de converser différemment avec les réseaux de distribution. Sur le deuxième, toujours en lien avec la partie branche vie, cette fois-ci c'était de revoir le modèle ALM en place. Bon, je vais pas m'attarder. Là encore une fois, c'était encore utiliser les modèles de machine learning pour avoir une prédiction plus fine et dans un objectif S2 et ORSA, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes et avec Solvabilité 2, mais c'est justement de pouvoir remplacer peut-être une partie des modèles de projection de flux par du machine learning. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a pu accompagner un grand groupe français sur l'étude de la dérive de l'absentéisme. Donc, dans l'idée, c'est qu'ils constataient depuis 3 ans une augmentation de plus de 5% de la consommation en arrêt de travail. Et donc, dans l'idée, c'était de se dire aussi comment on peut, à travers le machine learning, récolter toutes les données, bien sûr, avec de manière éthique, c'est-à-dire qu'ils nous ont communiqué ces données, bien sûr, anonymisées. Et dans l'idée, c'est de se dire encore une fois, est-ce que on est en capacité d'aller se focuser et sur la notion de lift en marketing, et est-ce qu'on ne peut pas se focaliser sur une population où le lift il est proche de 4 ou 5, et donc de pouvoir, là où il y avait une augmentation moyenne de 5% et qu'on avait en moyenne plus que la moyenne en plus nationale en termes d'arrêt de travail, c'est-à-dire la moyenne elle est de 5% sur l'ensemble des entreprises, là elle était de 6-7, et en fait on trouvait des populations qui représentaient 10 à 30%
30% de la population globale des salariés observés qui allait jusqu'à 20 à 25% d'arrêt de travail. Donc imaginez-vous que le pan suivant pour l'entreprise, c'est de mettre des actions de prévention, de mieux communiquer et aussi de redessiner les équipes, parce qu'on s'est rendu compte au fait qu'une des variables explicatives, c'était la dimension des équipes. Pas à tous les niveaux, ça dépendait bien sûr du secteur d'activité, mais la dimension de l'équipe avait un lien direct, avec l'absentéisme. Ce qui paraît normal, si vous dirigez, si vous managez une équipe de 10 personnes ou vous managez une équipe de 100 personnes, et bien sur 100 personnes, il y a quand même plus de chances d'être en arrêt de travail parce qu'on est considéré comme un numéro. Par contre, si on est 10 ou 5 dans l'équipe, et ben on va se serrer les coudes et peut-être qu'on décidera d'avoir un comportement différent. J'en fais pas de généralité, mais c'est un exemple. Oui. Par exemple, pour cette mission-là, pour l'entreprise, oui. La data existait déjà dans l'entreprise ou est-ce qu'il a fallu que vous la collectiez? Alors, la data était à 80% collectée par l'entreprise, on a attendu. On n'a pas eu cette collecte à faire. L'entreprise a fait le travail. Elle a anonymisé aussi. On a rajouté une autre couche d'anonymisation pour pouvoir travailler en interne. Pour faire cette mission, pour faire cette mission, tout à fait. C'était pour faire cette mission. Et nous, on a rajouté quand même des données INSEE. Alors, on a la capacité aujourd'hui maintenant, on a scrappé les données open source de l'INSEE. On devrait refaire tourner les choses. On avait rajouté là que 20%, une dizaine de variables de l'INSEE. Et on avait vu qu'il y avait quand même une de ces variables qui remontait. Mais attention, avec des guillemets, au fait, il y avait deux variables qui remontaient et une variable qui était directement, en fait, la construction de l'âge et du sexe, mais vu différemment. Donc pareil, au fait, on va avoir un apport des données externes, mais si on ouvre vraiment les capots, on se rend compte que ces données externes sont quand même corrélées déjà à des données existantes. Mais ça nous permet de voir les choses autrement. Et il y avait combien de features à peu près sur les features au global qu'on a pu récupérer, on pouvait aller jusqu'à 500 et 600. On a décidé finalement, pour une communication avec le client dans un premier temps, d'en garder que 100. C'est quand même pas mal. Ouais. Alors sur l'un des tout premiers qu'on a pu évoquer aussi, qu'on a pu travailler, c'était d'utiliser les données climatiques sur la consommation en santé. Alors, je suis pas expert sur le sujet, mais en tout cas, on a pu dessiner d'autres cartographies et on s'est clairement rendu compte que il y avait des aspects de prévention et de redessiner la population des assurés de manière différente, pas uniquement en région géographique, mais région plutôt climatique, même si les deux sont plus ou moins liés. Excusez-moi, oui. On voit ce que ça veut dire, région climatique ou géographique. C'est-à-dire que si... C'est-à-dire que si... C'est évidemment pas quand il fait froid, il y a un arrêt. En fait, alors pas uniquement au niveau de la température, mais aussi au niveau de la pression et tous ces éléments-là. C'est-à-dire que on peut peut-être faire des a priori sur les départements ou quoi, mais derrière, les régions qu'on va prendre des variables météorologiques vont être dessinées différemment, tout simplement. Enfin, je m'avance pas plus sur ce sujet, je vous avoue, je vous le présente, mais je ne suis pas l'expert sur le sujet. Alors maintenant, je vous propose un rapide cas d'usage. J'ai encore quoi, une quinzaine de minutes, un tas de minutes? Ouais, 20 minutes, questions comprises. Ok. Eh bien, je ne tarde pas. Je vais continuer sur cette slide-là, voilà. Alors, dans l'idée, un des derniers échanges avec un de nos clients qui a une équipe et qui doit redessiner et refondre une partie au fait de sa vision du marché pour converser avec des asset managers. Il a une équipe d'actuaires, mais qui fait moins d'ALM et qui fait plus de la gestion active et donc du coup doit converser avec les asset managers pour lui dire attention, j'ai des contraintes en termes de SCR, je suis d'accord que tu connais ton travail, que tu vas aller chercher de la performance, mais j'ai quand même un risque à gérer et je dois maîtriser mon capital derrière associé. Dans le cadre au fait de solvabilité 2, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau de la réglementation, tous les risques pris, qu'ils soient au passif ou à l'actif, doivent être mesurés et quantifiés en termes de fonds propres. Et donc c'est indispensable au final pour l'actuaire ou pour tous ceux qui doivent calculer le SR de marché, de pouvoir converser au mieux, d'avoir le même dialogue et de pouvoir aussi comprendre ce qui pourrait se passer sur le marché. Donc dans l'idée, c'est qu'on s'est dit on va aussi utiliser donc le scrapping et les données web pour voir est-ce qu'on pourrait créer de nouveaux indicateurs.
Donc on a récupéré des actualités financières, les rendements du CAC 40 et les actualités diverses. Tout, alors on a pu récupérer du côté de Bloom. Dans la démarche a été de récupérer uniquement par scrapping. Alors dans un premier temps, du coup, je vais vous expliquer ce qu'on a fait en scrapping, en text mining très rapidement. D'accord, vous allez voir que c'est des méthodes qui sont très faciles d'accès, mais qu'il faut quand même maîtriser, enfin qu'il faut quand même utiliser avec précaution. Et donc du coup, c'est vraiment dans l'idée, est-ce que c'est possible de créer de nouveaux indicateurs pour la gestion des risques à partir des données web. Donc, le scrapping, très rapidement, vous savez tout bien comme moi, c'est d'aller récupérer des informations financières, des informations sur le web, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas forcément structurées, et donc d'essayer de les valoriser par la suite. On a décidé au fait de faire ce scrapping suivant ce schéma-là. La particularité du scrapping, c'est avant tout d'être codeur quand même, et d'avoir la couche HTML, d'avoir la couche CSS, avoir du JavaScript, et après passer par exemple sur du package Selenium. On peut utiliser aussi eMacro, qui offre des fonctionnalités aussi, mais qui est un software finalement payant, et qui pourrait être aussi impacté par les montées de version de Firefox, ou par exemple de Google Chrome, et j'en passe. Mais la meilleure façon de scraper, en tout cas nous, ce qu'on a opté de faire, c'est l'utilisation du package Selenium qui se retrouve soit sur R, soit sous Python. Attention, comme on l'avait vu, il faudra rester quand même compliant et vérifier que le site qu'on va scraper nous autorise à le faire. Et bien sûr, dans l'idée, c'est pourquoi pas derrière, de manière plus logique, de se dire bon, on est capable d'industrialiser le tout et de créer de nouveaux indicateurs, de créer de nouvelles bases de données issues du web. Il y a quoi comme site web qui autorise à notre scraper? Alors, j'ai pas la casquette compliance. À minima, il faut vérifier dans le Robot.txt. De quoi? Le robot.txt, non? Non, pas le robot.txt. Pas dans ce. Alors, il y a le robot.txt peut-être, mais dans les codes d'information qui régit au final ce que vous avez le droit ou pas d'extraire et de consulter dans chacun des sites web. Qui a priori minimise quand même l'aspect scrapping des données sur le web. Alors du coup, on a fait l'exercice sur 1200 pages. Dans l'idée, c'était de récupérer ce genre d'informations qui, par ticker du CAC 40, donc par titre du CAC 40, de récupérer les éléments par date et du coup, l'information remontée. On peut considérer du coup le flux, on peut considérer ce site comme un flux financier à part entière qu'on a juste classé par date et par ticker. Donc on se retrouve au fait avec logiquement une augmentation de ces actus d'année en année. S'il y a une baisse côté 2017, c'est qu'au fait l'extraction s'est terminée à fin novembre 2017 tout simplement. Et on va regarder qu'au final sur les marchés, a priori, en tout cas pour ce flux, et c'est peut-être une généralité, c'est que les gens travaillent un peu moins pendant l'été. Et on verra aussi qu'en début d'année, on a aussi pas forcément la baisse. Enfin, c'est le mois en janvier qui est le moins, en tout cas où les actus sont les moins publiés. Encore une fois, décembre 2012, l'année 2017 n'était pas extraite, d'où le fait que l'histogramme est aussi petit. Donc on voit au fait que par ticker, la fréquence va varier de 8% à 24% avec une moyenne au fait de réponse, de réponse de ce flux par ticker de 20%. Quand je dis réponse de flux par ticker de 20%, c'est qu'au fait, est-ce qu'il y a ou pas au moins une actu par jour concernant ce ticker? C'est ce que ce flux nous remonte, c'est que on a une chance sur 5 en moyenne qu'une information soit communiquée par ce site pour un ticker du CAC 40. Si je continue sur le text mining, dans l'idée, vous l'avez compris, c'est de se dire, en fait, on va aller changer les chaînes de caractères, on va les nettoyer et pouvoir en ressortir un sentiment. Donc, dans l'idée, c'est qu'on va faire passer tout de majuscule à minuscule, on va supprimer les doubles espaces, les mots qui ne nous conviennent pas, on va voir si on garde les chiffres ou pas. Plusieurs packages, que ce soit sous R ou sous Python, permettent de faire ça. L'objectif après, c'est d'utiliser des packages type NLP ou Sentiment R, NLP dans Python et Sentiment R sur R, pour pouvoir en fait essayer de mettre un climat derrière chacune des chaînes de caractères. Est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il fait moche? Ou est-ce qu'au fait cette information est neutre et a priori n'appelle pas à un sentiment précis?
Et donc, c'est l'exercice qui a été fait. Suite à l'extraction, suite au nettoyage, en utilisant ensuite pattern.fr, on a du coup tenté d'expliquer derrière chacune des chaînes de caractères s'il fait beau, s'il fait pas beau, ou si simplement derrière cette phrase, le package, attention, le package n'est pas en capacité, cette fonction n'est pas en capacité de donner une information positive ou négative sur cette chaîne de caractères. Oui. Excusez-moi, pardon, pattern.fr, c'est un site web du coup? Non, pattern.fr, c'est un package, donc vous allez trouver le package pattern qui est sur Python, qui peut être utilisé via R par l'intermédiaire de DevTools, mais c'est un package à part entière. Il y a pattern.en par exemple, et c'est des choses qui ont été construites conjointement avec des personnes qui ont travaillé vers Twitter ou peut-être vers Google ou ce genre de choses. Et donc, on voit bien que a priori, si on zoome, et on a zoomé sur les plus proches de -1 et les plus proches de 1, serving de parking intelligent avec Cisco, 0,90, 40 € est un plancher vraiment solide, c'est topé à 1. Déclaration sur les allégations scandaleuses faites au sujet de Flint, repli limite après objectif vraiment raté. On voit du coup qu'on est proche de -1. Donc, a priori, quand on zoome sur ces extrémités, on voit que le package utilisé, la fonction utilisée de pattern.fr ici, nous permet de pouvoir nous quantifier s'il y a un sentiment, il fait beau ou il fait moche, face à cette information sur le marché qui est arrivé. Si on commence à valoriser, si on regarde au final dans sa globalité, et la distribution de ces -1, 0, 1, en vérité, on voit qu'on capte pas beaucoup les -1. Et on voit qu'on capte beaucoup trop de neutres. Alors, beaucoup trop ou pas. Et au fait, les réflexions qu'on peut se dire, c'est qu'au final, ce package n'est peut-être pas adapté au flux qu'on utilise ici. Donc, il va falloir faire de la recherche ou créer un DICO, un lexique à la main, pour mieux pondérer et du coup être au plus proche de la donnée et beaucoup mieux préciser le sentiment qui peut se cacher derrière ce flux. Oui. Il n'y a peut-être pas beaucoup de news pas bonnes aussi. C'est aussi notre interprétation, c'est ce qui est dit là, c'est que alors il y a aussi une augmentation des positifs dans le temps. En fait, il y a plusieurs interprétations possibles. Dans l'idée, c'est alors pas mieux, ça veut dire que ça se trouve au final le marché est pas si négatif que ça. D'accord. En vrai, on ne peut rien dire à ce stade-là. C'est on accepte ou on n'accepte pas l'utilisation de ce nouveau type d'indicateur. On le verra après si on l'accepte ou on l'accepte pas. En tout cas, une première interprétation et vous en ferez ce que vous pensez vouloir en faire. Et du coup, ce qu'on va dire aussi, c'est que le module est peut-être pas adapté à une presse spécialisée. C'est ce qu'il faut se dire. C'est qu'il faut vérifier au fait comment, parce qu'au final, ces fonctions derrière pattern.fr ont été utilisées en apprenant par eux-mêmes, en étant topées sur des chaînes de caractères, et que peut-être que ces chaînes de caractères étaient bien loin d'un flux financier. On a quand même zoomé de manière mensuelle pour voir s'il y avait des différences, et on constate qu'au final, il n'y a pas vraiment de différence d'un mois à l'autre. Excusez-moi. Oui. Est-ce que votre échantillonnage reste à peu près constant au cours du temps? Vous avez une idée de... Alors, on a vu sur les premières slides, rapidement, je reviens, qu'on a une augmentation quand même de l'échantillon au fur et à mesure. Et qu'en tout, c'était 25 000 ou 60 000 flux différents, actus différentes de récupérer. Tout bêtement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est focalisé sur la Société Générale et on s'est dit, est-ce qu'on peut prédire le rendement de la Société Générale en lien avec le sentiment qui peut se cacher sur le secteur bancaire. Donc vous verrez au fait derrière en histogramme le secteur bancaire. On n'a pas affiché les négatifs qui étaient trop peu importants. Et donc on affiche les sentiments neutres, sentiments positifs. A priori, à part si vous avez des yeux de lynx, je ne vois aucun pattern qui pourrait une tendance ou quelque chose qui serait attrait de dire il y a tel climat sur le marché, hop, il y a une augmentation, hop, il y a une diminution ou hop, il y a une volatilité. Vous êtes d'accord avec moi? Ou en tout cas, moi, je ne le vois pas là. Finalement, qu'est-ce qu'on peut quand même en faire? J'en passe ici, au final, si je me place à la place, enfin, si un actuel à l'asset manager, il faut qu'ils comprennent quand même qu'il y a la notion de benchmark, des indices de référence. Il y a la notion d'indicateur, donc il va regarder la volatilité, les quantiles de pertes, les quantiles de gains. Il va aller regarder aussi les modèles type MEDAF. Et bien sûr, il va faire des scénarios du Monte Carlo pour tester tout ça et de vérifier comment va se comporter au fait le portefeuille à un instant donné. Donc dans l'idée, bien sûr, c'est de maximiser toujours ses profits et de diminuer sa perte en maîtrisant au mieux les risques. Si maintenant je me dis, je vais me focaliser sur une actu, sur le ticker X1.
Donc, je me focalise sur le ticker X1 et je vais séparer les jours où il y a eu une actu sur X1, les jours où il n'y a pas eu d'actu sur X1. Donc, dans 20% des cas, j'ai X1. Le reste, du coup, j'ai pas d'actu sur X1. Donc, vous verrez ici, du coup, en bleu, j'ai eu une actu, en rouge, je n'ai pas eu d'actu. D'accord? L'exercice aussi a été de pouvoir dessiner, de pouvoir tracer chacune de ces actus par rapport à leurs sentiments en abscisse. Et vous avez le rendement journalier en retour en ordonnée, en sachant que ça marche aussi en rendement mensuel et ça va dépendre des tickers. Et en fait, on se rend compte que la volatilité dans le cadre des 20% de jours où il y a eu au moins une actu, je continue rapidement. Du coup, dans l'idée, c'est de se dire, on a fait ça sur la volatilité. Si je prends les jours où il y a absence d'actu et je prends les jours où il n'y a pas présence d'actu, je fais cette opposition et je suis capable de créer des indicateurs, d'accord, et je vois les différences entre les quantiles. Donc je suis capable par ticker de me dire, ok, j'ai cette fréquence d'actualité qui est supérieure à 20% pour le coup, et je retrouve au final certains tickers où on va avoir une diminution ou une augmentation de la volatilité ou une stagnation. D'accord ? On va avoir sur les quantiles à côté, on peut regarder sur la moyenne, et dans l'idée, c'est que finalement, si je propose à un asset manager de travailler avec moi là-dessus, je lui dis attention, quand c'est bleu, on y va, quand c'est rouge, il faudra peut-être liquider. D'accord ? Au final, si on regarde un actif précis, en fait, on ne pourra pas se positionner sur cet actif. Mais par contre, en comparaison et en choix d'actifs sur le marché, en choix d'opportunités d'arbitrage, entre guillemets, on se dit, si on rangeait les actifs, il serait mieux d'aller focaliser aujourd'hui sur l'actu BNP où on a eu une information, ou vice-versa. Il serait mieux d'aller liquider telle ou telle ligne, parce qu'au fait, il fait mauvais sur le marché dans les jours à venir. Ok ? Je passe rapidement, parce que je pense que j'ai écoulé le temps. Si maintenant on fait l'exercice, on se dit, je me suis focalisé sur un actu, il n'y a pas d'actu, et je me focalise toujours sur le rendement de cet actif. Mais finalement, si je croise les informations, je suis aussi tout à fait capable de me dire, je regarde comment évolue X1 et quel va être l'impact sur X2. Donc je regarde comment évolue X, quel va être l'impact sur Y. D'accord ? Donc je peux me focaliser et redéfinir un expected shortfall, qui est un indicateur pour l'asset manager, en le conditionnant sur, je vais regarder s'il y a eu actu, s'il n'y a plus actu, et encore mieux, est-ce que j'ai eu une actu positive, négative ou neutre ? D'accord ? Je ne rentre pas dans le détail, mais du coup, on peut faire cet exercice croisé et du coup de redéfinir d'éventuels nouveaux indicateurs. En termes de limites et perspectives, il va falloir quand même faire très attention. Parce qu'au final, si sur la volatilité ça pourrait marcher, on se focalise sur 20% des jours où il y a eu actu. D'accord ? Si vous faites le calcul, ok, on respecte la loi des grands nombres, mais on est bien loin d'avoir potentiellement des estimateurs qui sont corrects avec des intervalles de confiance très bas, d'accord ? Enfin très, très fins. Mais en l'occurrence, en termes de volatilité, ça va marcher. Sur les quantiles à 90% ou sur 10%, là, il va y avoir quand même quelques problèmes. Et dans l'idée, c'est de se dire, on pourrait envisager d'améliorer nos indicateurs en tout simplement aller regarder les titres qui se ressemblent ou créer des indicateurs en fait par secteur bancaire, secteur industriel ou d'énergie, etc. Par contre, il y a aussi notre problématique, c'est de se dire, du coup, je me retrouve quand même avec beaucoup d'indicateurs. En ayant respecté mes statistiques, en me disant je suis fair avec les indicateurs que je viens de créer, lequel je vais choisir si j'ai une actu sur X1, une actu sur X2, une actu sur X3. La logique, ce serait d'être prudent sur l'expertise shortfall et de prendre le minimum. Si on voit bien qu'au final, on pourrait se positionner pas forcément autrement. Mais bon, ça amène d'autres questions. On pourrait envisager d'autres études. Si on doit finir cette présentation et vous donner notre recul et comment on va apprécier la chose avec notre client, c'est de se dire, oui, on va créer de nouveaux indicateurs, mais on va peut-être plutôt l'envisager par secteur. Pour juste la notion, il y a actu, il n'y a pas actu, on pourra se positionner différemment parce qu'on peut, pour certains des actifs, voir qu'il y a diminution ou augmentation de la dispersion de nos rendements, de manière journalière, et encore une fois, ça s'est vu aussi de manière mensuelle. Hein. Et par contre, dans l'idée, c'est qu'après, il va falloir bien sûr industrialiser. On a regardé là qu'un seul flux. Il va falloir quand même travailler sur cette robotisation, ce monitoring, et pourquoi pas envisager des notifications où on informerait les personnes concernées de attention, étant donné tel ou tel groupe d'actu, il faudrait envisager de revoir la position de ton portefeuille.
Bien sûr, il faudrait revoir aussi la scalabilité de l'approche. Alors, pour ceux qui sont proches de Bloomberg, ils savent que, pour le coup, Bloomberg est capable de sortir aussi déjà des indices avec le nombre d'actus par ticker qui sortent chaque jour, ou chaque heure. Hein. Et puis derrière, si on va un peu plus loin, de se dire, est-ce qu'on peut penser à des modèles de prédiction ? Au final, en conclusion, oui, si on explore en fait les données web et le text mining, il y a potentiellement de la création de valeur. On peut quantifier et ajouter du sentiment derrière toutes les chaînes de caractères qu'on récupère. Par contre, il va falloir peut-être envisager de balayer l'ensemble des fonctions et l'ensemble des dictionnaires disponibles pour voir au fait où est-ce qu'on va maximiser la notion d'information ou en tout cas avoir des indicateurs qui sont consistants derrière. Et petite mise en garde, bien sûr, pour finir là-dessus, c'est que, bien sûr, dans l'industrialisation et de la mise en place de ce nouvel indicateur, si la personne est en charge de, fait, de la remontée de ces indicateurs, et potentiellement tous les mois ou tous les trimestres, il va falloir qu'il refasse son travail, parce que les sites bougent et peuvent évoluer, voire disparaître. Voilà. Je suis à vous pour des questions si vous en avez.